L'équipe d'organisation m'a sollicité pour parler de ça, non pas des décisions, du coaching, etc., comme je fais souvent, plutôt sur comment questionner l'erreur. Mais avant de vous parler de la méthode et du mode de questionnement, je ne peux pas faire l'impasse de quelques sous-bassements théoriques et des partis pris pédagogiques aussi qui fondent cette façon de questionner, qu'on ne va pas utiliser tout le temps. Ça dépendra des besoins et des objectifs. Donc pour moi, ça sera un focus sur les atouts de l'explicitation. Alors, voilà différentes occasions pour moi, en tant qu'enseignant-chercheur, dans mon métier, d'analyser des erreurs, soit dans une dimension de recherche, je vais travailler sur les prises de décision, le coaching, l'enseignement, la régulation au SAMU, etc., pour tenter de comprendre comment font les personnes. Et puis, en tant qu'enseignant, je suis confronté, comme beaucoup d'entre vous, à ces difficultés d'apprentissage. Alors, j'enseigne en STAPS, en forme des futurs entraîneurs ou professeurs de PS. Donc, les apprentissages se font aussi souvent sur le terrain sportif, mais aussi en salle pour corriger des copies, par exemple. Donc ces occasions sont multiples. Alors quelques postulats, je m'inscris pleinement peut-être dans la troisième conception, ou en tout cas entre la deuxième et la troisième, peut-être selon les moments que Jacques a présentés. On apprend en faisant, c'est incontournable. On ne va pas remplacer ce temps de pratique qui est indispensable pour progresser, y compris en apprenant par essai-erreur, à condition aussi, après coup, d'analyser ce qui a été fait. Donc on apprend sur les deux façons. L'erreur sera distinguée de l'échec. Et une erreur dans une situation qui va durer quelques minutes ne va pas pour autant empêcher la réussite au bout du compte dans la situation. Cette même erreur peut être rattrapée par soi-même ou par un collaborateur quand on est sur un travail d'équipe, par exemple. Et puis, on va distinguer là aussi une logique plutôt subjective, c'est-à-dire que chaque personne aura sa cohérence propre, y compris quand elle fait des erreurs, par rapport à une logique rationnelle, idéale, qu'on essaie de standardiser, de vouloir parfois transmettre. Évidemment, il y aura des nuances dans les enjeux relatifs à l'erreur. Faire tomber un ballon, c'est pas la même chose qu'une erreur médicale. Donc les enjeux sont de nature complètement différente. Et puis je voulais pointer aussi le fait que ces erreurs peuvent avoir des origines variées. Si on prend l'activité humaine, quelle qu'elle soit, quel que soit son domaine, avec une approche holistique, les sources d'erreurs peuvent être multiples. La fatigue, un manque de lucidité, les émotions qui peuvent phagocyter un peu la réalisation, l'exécution d'un geste, etc., etc. Donc il faudra aller investiguer un peu ces différentes sources. Et par rapport à ça, en gros, effectivement, c'est là que je rejoins un peu ce que Jacques a dit quand même. On peut identifier deux rapports différents à l'erreur. On va constater le résultat en mesurant l'écart. L'écart à la norme attendue, quels que soient ici les exemples. Vous voyez QCM, un biathlète ou une biathlète qui va tirer sur une cible, etc., etc. Ou bien, et c'est là-dessus que je vais positionner l'usage de l'explicitation, on va tenter de chercher à comprendre l'engendrement de l'erreur en s'intéressant au processus, au déroulement de ces actions mentales et motrices avec une posture donc compréhensive. Les fondements théoriques sous-jacents, je vais pointer juste 4 choses. Cette nuance que je trouve intéressante chez Samurset et Rabardel depuis quelques années, mais je la trouve fonctionnelle. La complémentarité entre une activité productive, on fait des choses, et la situation se termine à ce moment-là, mais l'activité constructive qui prend le relais. Donc toute la démarche de réflexivité, elle s'inscrit là-dedans. On va organiser une réflexivité après coup sur ce qui a été fait. Chez Pastré, on trouvera l'idée que pour transformer le vécu singulier en expérience éventuellement partageable et capitalisable, il faudra organiser un travail. Moi, je m'inscris pleinement sur l'idée que la subjectivité, au sens de point de vue personnel d'un sujet, sa logique propre, sa logique personnelle, c'est vraiment une ressource en formation sur laquelle je vais travailler, je vais m'appuyer dessus pour faire évoluer les choses. Et je m'inscris, je mobilise ce que j'appelle le système de l'explicitation. C'est pas qu'une méthode, il y a une posture associée, il y a une théorie qui la fonde et puis ou qui la justifie, et cette méthode d'entretien. Alors, quelle particularité de l'explicitation pour interroger l'erreur ? Je me suis replongé un petit peu sur la façon dont Pierre Vermersch, créateur de cette méthode, avait fait. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de ça à un moment donné ? Il était chercheur, il était plutôt psychologue, chercheur à un moment donné au CNRS, et donc à l'époque, ils étudiaient beaucoup la résolution de problèmes.
dans des situations expérimentales, et il a eu besoin, à un moment donné, d'évoluer vers des situations plus écologiques. Écologique, pour lui, c'était, par exemple, tourner les boutons d'un oscilloscope, etc. Pour moi, écologique, c'est aller voir comment les profs agissent en classe, comment les entraîneurs font sur le terrain. Donc, vous voyez les variations. Mais en tout cas, il voulait dépasser les seuls critères mesurables de temps et de réussite-échec, ce processus binaire, pour s'intéresser au processus. Dans un premier temps, il s'est mis à utiliser la vidéo pouvant révéler des traces de l'activité, y compris mentale, sur laquelle on pouvait revenir. Mais cette révélation, elle était incomplète. Alors, comment rendre visible l'invisible, on disait hier. Okay. Donc, il a eu besoin de créer cet entretien d'explicitation pour constituer le déroulement des actions et des différentes étapes. Pour questionner la subjectivité, Wehrmacht pose 3 postulats de base. Le primat de la référence à l'action. On ne va pas questionner les représentations, les conceptions d'une personne, mais les actions vécues. C'est quelque chose de fondamental dans les différentes méthodes d'entretien. Un accès à les mémoires d'évocation, c'est la mémoire du vécu. Quand on agit, on n'est pas conscient de tout ce qu'on est en train de faire, mais après coup, on peut favoriser cette prise de conscience. Et puis les effets perlocutoires, c'est un entretien, et moi je m'en sers finalement au quotidien dans mes pratiques pédagogiques, c'est l'idée de dire qu'est-ce que je provoque chez l'autre avec mes mots, mais aussi avec mon non-verbal, mon paraverbal. Donc on travaille beaucoup là-dessus au sein du CREX. Dans ce cas, on peut avoir une action pédagogique en considérant qu'il est possible de comprendre les erreurs, en tout cas, bien évidemment, toujours avec des limites. Je vais distinguer entretien d'explicitation et technique d'aide à l'explicitation. L'entretien, il s'inscrit dans un cadre de recherche ou en analyse de pratique. Il y a un rendez-vous qui est pris. L'entretien va durer 45 minutes, 1 heure, entre 2 personnes dans une salle au calme. Okay. Les techniques d'aide à l'explicitation peuvent être utilisées beaucoup plus simplement et souplement dans les pratiques pédagogiques. Et je vais vous donner quelques exemples. Moi, je m'en sers par exemple, alors, avant d'être chercheur, enseignant-chercheur, j'étais formateur pour préparer les étudiants au concours. Je prenais au fond de la salle en TD quelques étudiants qui avaient eu une très mauvaise note, un hors-sujet. Et je leur faisais revivre notamment le moment d'appropriation du sujet. Parce que l'origine du hors-sujet, elle était souvent là. Leur faire verbaliser comment ils s'y étaient pris. Je m'en sers sur le terrain de rugby, j'enseignais encore un petit peu le rugby en licence, où je mets en place des ateliers, les étudiants jouent sur l'atelier, et quand ils passent, je vais leur injecter ce que j'appelle moi des touches d'explicitation, des questions à la volée. Okay. Et ça me sert de régulier avant qu'ils retournent ensuite pratiquer. Donc il y a des usages variés, variables de l'explicitation dans une forme plus entretien ou une forme plus pédagogique. Je m'en sers dans l'accompagnement des mémoires, de master, des thèses, etc. Quelques spécificités de l'entretien d'explicitation, je dirais EDE, ça va plus vite. 3 buts possibles. En tant que chercheur, s'informer sur un processus, sur un objet de recherche qu'on a. En tant que formateur ou chercheur intervenant, aider l'autre, le sujet, à s'auto-informer, par exemple sur ses erreurs. Et puis lui apprendre à s'auto-informer, tendre vers cette autonomie dans la formation et les apprentissages, y compris dans les régulations de ses propres erreurs. Sa spécificité, c'est bien de focaliser sur la verbalisation de l'action vécue dans une situation réelle et spécifiée. Tous les mots sont importants. On ne va pas travailler sur une catégorie de situation, sur un métier, mais sur une situation donnée. Ça sera la condition sine qua non pour faire basculer vers l'évocation. Pour ça, on accorde un caractère irremplaçable au point de vue du sujet, sur son propre vécu. Qui mieux que lui peut nous parler de la façon dont il a fait pour essayer de comprendre ses erreurs? Donnons-lui la parole, d'une certaine façon. Donc on va aider le sujet à conscientiser et expliciter les détails de ses actions pour comprendre ses erreurs. Beaucoup plus que lui-même ne pourrait le faire tout seul, sauf s'il était formé à l'auto-explicitation, etc. Processus long. En termes de technique de questionnement, voilà un outil que je proposerai d'utiliser cet après-midi dans un atelier. Il faudra faire en 1h30. On sera là pour goûter un peu les choses, ce qu'on fait en 5 jours de formation, d'habitude. Voilà, donc on va goûter. Il existe ce système d'information satellite de l'action. Vous voyez la case au milieu, c'est la case principale. C'est là que l'intervieweur va passer le plus de temps. Et le formateur aussi, quand il va accompagner son étudiant, par exemple. Sur le procédural, sur le faire, les actions mentales et motrices, les opérations,
les micro-actions, l'enchaînement des actions. Mais autour de ça, il y a ces différentes cases. Si je dois formaliser un peu ma routine de questionnement, je vais d'abord demander de dérouler une description, puis je vais demander de choisir des moments importants à explorer, et ensuite je vais aller sonder le but. Mais quel est ton but à ce moment-là? Qu'est-ce que tu cherches à faire, précisément, juste au moment où tu fais ça? Okay? Parce que le but est organisateur des actions. Donc c'est ça qu'il faut aller attraper en premier. Puis, j'irai chercher le procédural, déroulement, le début, l'enchaînement des étapes, etc. J'irai à la quête des informations, comment la personne s'approprie le contexte. Alors regardez bien un type de questionnement différent. Au lieu de lui demander, mais tu vois pas là ce défenseur en rugby? Ah, il va me dire oui, si, bien sûr, pour me faire plaisir. Mais en fait, je vais lui demander plutôt une question plus ouverte. À quoi es-tu attentif juste avant de passer ta balle? Qu'est-ce qui t'apparaît? Donc vous voyez des questions ouvertes, englobantes, et c'est la personne qui dira. Peut-être qu'elle a vu des choses, peut-être pas, peut-être qu'elle a entendu des choses, ressenti des choses. Ensuite, je peux aller attraper les savoirs réellement mobilisés dans l'acte, voire aller investiguer les jugements, les commentaires, les émotions sur soi-même et la gestion de ces émotions. Donc en fait, ça va être une dynamique un peu spiralaire comme ça que je vais reconduire pour construire les étapes du déroulement de l'action. Et puis, ce système-là, finalement, je poserai des questions avec une forme de ballon-sonde. C'est une machine à tirer dans les coins. Donc l'intervieweur, il veut aller sonder telle case. Il faut que la question posée soit pertinente pour orienter l'attention vers la bonne case. Okay? Ou bien qu'on sache exactement où est le sujet quand il parle de son vécu. Ça sera des questions ouvertes et non pas fermées, vides de contenu, et c'est le sujet qui est rempli. Je vous ai donné quelques exemples. Je passe sur ça, il y aura plusieurs temps, et à la fin, quand je suis sur une logique de chercheur intervenant, ou sur une logique de formateur qui accompagne, quand je mets en place une réitération d'entretien pour transformer l'activité, essayer de transformer modestement, j'ai ajouté à la fin ce que j'ai appelé un bref bilan réflexif, post-entretien d'explicitation, pour momentanément stabiliser un peu les prises de conscience qui ont eu lieu. Je demanderai, qu'est-ce que tu retiens que tu as su bien faire? Ou au contraire, là, sur l'erreur, qu'est-ce que tu retiens comme source importante d'erreur, de façon à les éviter les prochaines fois? Alors, j'ai choisi, au lieu d'en parler, d'essayer de vous la montrer. J'ai fait un petit montage, un entretien mené avec un étudiant. On travaillait sur l'approche par compétences en STAPS pour former les futurs intervenants éducatifs. Donc, ils élaboraient des situations d'enseignement qu'ils mettaient en œuvre sur le terrain, entre étudiants, et derrière, on les faisait analyser ce qui avait été fait. Laisse revenir tes impressions tranquillement, et dis-moi où est-ce que tu es sur le terrain, là, quand tu es en train d'observer à ce début. Alors moi, je suis sur la gauche du terrain, à côté entre le grand but et la petite cage. D'accord. Et donc, Au moment où tu observes, voilà, ouais. cet instant, pas en général, cet instant précis, quel est ton but à toi? Alors mon but, c'est que quand j'observe, Oui, là, j'essaye de voir en fait comment ça se passe. Si ça se déroule bien ou si il y a un peu des accros dans le dispositif, enfin des choses qui vont mal. d'accord, ok. Donc je suis en train de en réflexion, quoi. D'accord, là tu es en réflexion, J'essaye d'analyser un peu ce qui se passe. ça c'est ton but, tu essaies d'analyser ce qui se passe. Des accros, ou si ça va bien. Juste au moment où tu as ce but, là, quand tu observes, comment tu t'y prends, là, justement, pour analyser ce qui se passe? Laisse revenir tranquillement des impressions, là, petit à petit. Alors je regarde. Déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'investissement des joueurs. Ouais, Donc déjà, on peut voir que en défense, ils défendent pas les différentes zones. Ils sont plus en train de marcher, ils laissent l'attaque faire. d'accord. Comment tu t'y prends pour observer à cet instant-là? Je suis assez éloigné pour avoir un point de vue global. Ok, Et puis j'essaye de voir en fait, j'essaye de voir ce qui va, ce qui va pas. J'ai pas vraiment de technique d'analyse. Enfin, juste j'essaye de m'éloigner pour avoir un grand point de vue. ok, là tu t'es éloigné, tu essaies de t'éloigner pour Ouais. avoir ce grand point de vue.
Et dans ce grand point de vue, tu dis que tu n'as pas forcément de technique, mais par quoi tu commences là finalement quand tu veux observer pour analyser? En premier, par les joueurs, hein, ouais, mon regard il est centré sur les joueurs et sur le jeu. Ok, sur les joueurs et sur le jeu. Sur le jeu, bah, quand je dis le jeu, c'est la balle, les joueurs qui ont la balle et puis les joueurs aux alentours. Ok, ok. Ouais, Au moment où tu observes surtout là un peu plus les non-porteurs de balles, ouais. tu m'as dit tout à l'heure, il y en a qui marchent, tu vois. Qu'est-ce qui t'apparaît là, si tu laisses revenir peut-être des images, peut-être des impressions chez les non-porteurs de balles à cet instant-là? Moi, en mettant leur place, je dirais que c'est un peu saoulant, quoi. C'est pas. Ouais. C'est saoulant, ouais, parce que il y a trop d'espace. Ok, c'était un petit montage, hein. J'ai coupé des séquences, il n'y a pas tout mon accompagnement, mon questionnement. C'était pour vous montrer comment on pouvait circuler dans ce système des infos satellites. Juste après, quand il me dit que c'est saoulant, je vais sonder ses émotions un petit peu, comment il gère ça, comment il vit ça. Donc je reprends le fil. Alors, finalement, j'aurais pu laisser la vidéo jusqu'au bout. Bon, ça fait rien, je vais prendre mon temps. En conclusion, je voulais insister sur une chose. Là, je mets un focus sur l'intérêt et les ressources de l'explicitation. Pour moi, c'est la méthode la plus pertinente pour faire revivre donc, ces situations, aider à prendre conscience de plus de détails de ce qui a été vécu et travailler dessus. Mais mon choix en tant que chercheur, c'est d'utiliser une approche multiméthode. Parce que je travaille sur des activités qui offrent des traces. En régulation médicale, j'avais moins de traces disponibles que sur du sport où je peux multiplier les caméras, etc. En sport, j'ai des contraintes. Je ne peux pas mettre des micros sur mes joueurs de rugby ou des caméras sur leur tête. Donc à chaque fois, il faut s'adapter au contexte. Mais l'idée, c'est d'être en mesure d'analyser les contraintes des situations, une analyse des situations, d'avoir des enregistrements audiovisuels qui offrent des traces de l'activité sur lesquelles on peut revenir et qu'on peut amplifier. On a des logiciels performants qui permettent de faire des mesures, de mettre en valeur des détails, de zoomer, etc. Et puis, la partie principale, ça sera l'entretien d'explicitation. Donc cette approche multiméthode, aujourd'hui, elle s'inscrit aussi dans un courant de recherche international sur le courant MMR, Mixed Method Research, qui est plutôt sur des croisements de données quanti et quali, et moi je peux croiser aussi des données qualitatives uniquement. Donc, accéder à la subjectivité et mettre en valeur ce qui est objectivable et observable. En guise de conclusion, je voudrais pointer peut-être des éléments d'ouverture. Oui, interroger l'erreur, très important. On l'a vu en pédagogie, je rejoins complètement Jacques là-dessus, ou ce qu'a dit Thierry, mais je travaille beaucoup sur le fait de mettre en lumière les facteurs de réussite. Quand on est dans le champ de la préparation mentale, etc., on n'appelle les préparateurs mentaux que quand il y a un problème. Il y a le feu à la maison, il faut vite venir, quoi. Non, mettons en exergue ce qu'une personne fait bien, sait bien faire. Okay, et ça devient tellement banal pour les personnes qu'ils oublient ça. C'est super important, une logique de partage d'expérience et de formation. La comparaison des deux est très riche. Comment tu fonctionnes quand tu es en réussite? Comment tu fonctionnes quand tu te trompes? Et là, on met en place ce processus de rapprochement qui est super formateur, dans un même entretien ou deux entretiens différents. Il me reste quelques secondes pour conclure. Là, je parle d'explicitation. C'est vrai que c'est une méthode difficile, donc il nécessite une formation. C'est quand même la méthode d'entretien qui a été la plus formalisée par le concepteur, sur le travail des effets, des questions, des relances, etc. Donc, je vous invite, si vous êtes tenté un jour à accéder à ces formations, elles sont disponibles sur le site du GREX 2. Moi, je fais partie des formateurs aussi. Chaque année, l'an dernier, j'ai reçu, parce que c'est ouvert cette formation, j'ai reçu une personne que j'avais vue au DU ici de Régul, qui est venue se former. Donc voilà, ça me paraît important. Et il y a des formations différentes. 5 jours pour être vraiment compétent, mais on fait des formations plus courtes, de 2 jours, 3 jours, sur les techniques d'aide à l'explicitation, qui sont peut-être plus utiles directement des professionnels. Voilà. Et puis en attendant de venir vous former, je vous invite à venir goûter à l'explicitation à l'atelier cet après-midi.